Je voulais remercier Mathias Girel et toute son équipe pour cette invitation et cette prise de risque, parce que je ne viens pas du même milieu que vous. Je suis plutôt en sciences de l'information, communication, et spécialiste à la fois des contenus et comportements à risque, dans lesquels je mets la désinformation, et de l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est à ce double titre, je pense, que j'ai été invitée à rejoindre le groupe d'experts de l'Union européenne qui se posait la question du rôle des fake news, de l'intégrité de l'information et de l'intégrité des élections. Donc en fait, ce que je vais vous montrer là, c'est un peu comment moi j'ai réfléchi à ce qui se passait dans le groupe et aux solutions qu'on a essayé de trouver, puisqu'on était orienté à la fois recherche, il y avait une partie du groupe où il y avait 8 chercheurs, une partie du groupe où il y avait 8 plateformes et médias qui étaient représentés, une partie du groupe où il y avait 8 membres de la société civile et du fact-checking. Donc on était assez représentatif, on va dire, de l'ensemble des problèmes. Et on essayait quand même, c'était en 2017-2018, de comprendre ce qui s'était passé et de trouver des solutions qui vont, vous allez voir, bon, vont reprendre un peu ce qu'a présenté David Chavalarias, mais pas seulement, parce que nous, on avait un mandat plus large par rapport à toute l'Europe. Et donc, on s'est retrouvés à se dire, d'abord, il fallait essayer de comprendre le phénomène et comment, quelque part, on s'était tous fait surprendre, notamment à l'époque, et y compris les services d'espionnage et du ministère de la Défense, qui étaient très demandeurs aussi. Ensuite, le répertoire de solutions qui est apparu, parce que je ne vais pas vous faire de scoop, mais il n'y en a pas qu'une. Et une seule, toute seule, ça ne marche pas. Donc il faut effectivement se mettre à jour des différentes options si on veut passer vers des logiques d'action. Et puis se poser la question d'une évolution plus générale suite aux fake news, de la façon dont s'organise Internet et la gouvernance d'Internet. Et c'est là-dessus peut-être que je finirai pour le débat. Donc un FOX, un cadre pour comprendre, parce que, vous voyez, au début, on était tous là. Vous vous souvenez? C'était quand même assez magique, l'Internet, le surf, etc. On n'a pas vu arriver ça. On n'a pas vu arriver trop vite. Et l'exploitation de ça, c'est-à-dire du fait qu'on était passé à la mine, parce qu'en fait, ça s'est passé à un moment assez particulier d'Internet, oh là là, vous n'allez rien voir là, qui est le tournant social 2005-2007, c'est-à-dire en fait la vraie arrivée de la potentialité d'Internet en termes d'interaction, et pas simplement de présence ou d'occupation en ligne du territoire, y compris par les médias de masse qui se sont numérisés juste avant. Et donc, depuis 2008 à peu près, on est sur une remise en cause complète de l'ordre prénumérique et du statu quo des médias de masse par rapport aux médias sociaux et inversement. Et ils se sont battus entre le contrat d'info classique et le nouveau contrat qui est arrivé avec le tournant social et les médias sociaux, qui est le contrat de partage basé, comme vous le savez, recommandations, etc. Donc tout ça, vous le savez, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise avant d'arriver, et aussi de se pardonner un peu pourquoi on n'a pas vu arriver. Et donc, on ne parlait plus de la même information, en fait. Il y a encore ceux qui disaient l'information, c'est la news, c'est l'actualité, mais en fait, il est arrivé bien plus de choses, parce qu'avec les médias sociaux, on peut se partager beaucoup de documents, et partager, ça veut aussi dire falsifier. Et on peut avoir beaucoup d'informations sur ces documents falsifiés à cause du suivi par la data. Et donc c'est l'arrivée de ces 3 cultures de l'information qui commencent à faire le truc très bizarre et assez explosif qui s'appelle la fake. Parce qu'on est sur un système beaucoup plus complexe que celui qu'on ne croyait. On est sur un système où il y a toujours les médias prénumériques avec leur stratégie de mise en récit, leurs audiences, le contrat d'info, les médias de masse. Il y a les médias sociaux avec leur nouvelle stratégie qui arrive, le commentaire, les formes narratives courtes, les communautés, les contrats de partage. Et tout ça génère de la data. Et ça circule, c'est-à-dire qu'en tant qu'usager, vous êtes tout le temps sur les deux. Vous pouvez avoir accès sur Twitter à vos médias de masse préférés, qui sont d'ailleurs les plus gros influenceurs et les plus gros véhicules de fake news, Le Monde, Libé, etc. Quand il y a de la fake là-dessus, comme ils ont beaucoup d'influence,
ça viralise très vite. Mais en fait, c'est un peu ce qu'il faut se représenter, sachant que la plupart des gens maintenant, ce double système d'écran, qu'il soit, on va dire en gros, de la télévision ou de la presse et du tube, on le reçoit sur un seul outil qui s'appelle le smartphone. Voilà, donc tout ça, il fallait se le dire et voir un peu là-dedans comment se fabrique l'information et les mécanismes qui vont animer cette information en ligne avec ces deux écrans qui font la navette. Et donc, il y a toute une partie publicité avec des choses bien mises en place qu'on a assez identifiées à partir de 2008, l'algorithme, les pièges à clics, les questions de viralité, les chambres d'écho, les bulles de filtre, les mèmes, etc. La partie un peu plus automatisée qui est de l'ordre de la fausse militance en ligne poussée par des robots. Bon, voilà. Ça marche pour faire de la publicité, pour faire de l'info, pour pousser l'info. Problème, c'est que ça marche aussi pour faire de la désinfo. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que les mêmes mécanismes qui fabriquent de l'info fabriquent de la désinfo. Et ça, c'est compliqué pour trouver des solutions. Parce que dès que vous essayez de toucher à la désinfo, vous touchez à l'info. Et tout d'un coup, tous ceux qui hurlent au liberticide lèvent leur kalachnikov numérique. Vous les voyez venir. Donc voilà, donc ce mécanisme-là, on l'a repéré, mais encore fallait-il voir. Et c'est ce qu'on avait sous-estimé, c'est à quel point ces trois éléments allaient interagir et peuvent interagir entre eux, propulsés notamment par la data et l'algorithme. On pensait avoir repéré à peu près bien la pub. Bon, en fait, ça fait un mécanisme avec des rouages un peu systémiques, comme vous le voyez là. Et donc, quand on s'est posé la question de comment définir ce fameux phénomène de fake news, et je suis sûre que vous en avez parlé beaucoup hier, je suis navrée de ne pas avoir pu venir, mais au niveau du groupe d'experts, on a fini par poser un peu le cadre aussi, en disant que ça a des risques de danger pour l'information, mais que c'est une information. C'est-à-dire que le problème de la fake, c'est que c'est une vraie, sinon elle serait false. Et donc c'est une information vraie, mais qui est modifiée, etc., etc. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'elle va aussi être manipulée, tordue, etc., viralisée, amplifiée et robotisée. Ça touche tous les secteurs. Nous, on s'est concentré sur le secteur politique, parce qu'évidemment, il y avait une urgence démocratique, mais tous les secteurs sont touchés. C'est impulsé donc par de la désinformation, mais il y a plusieurs types de gains. Pas que politique, ça peut être idéologique, ça peut être économique. Il y a un business de la fake aux États-Unis. Et surtout, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'il n'y avait pas que les producteurs et les donneurs d'ordre qui étaient impliqués, c'est que le public lui-même était impliqué. Parce qu'avec ces doubles écrans où les communautés sont agissantes, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien évidemment, elles peuvent amplifier. Alors, moi, je pense qu'on doit aller plus loin. Et vous avez compris, si la question devait se poser sur est-ce que c'est nouveau ou ancien, ma réponse est c'est nouveau. Parce qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus complexe, avec un nœud qui est autour du mot mal. Et moi, je parle plutôt de malinformation, parce qu'il y a à la fois de la malveillance humaine, de la malfaçon industrielle et du malware technologique. Donc ça, c'est pour s'en souvenir à l'avenir. Évidemment, dans le contexte qu'on a tous regardé, on est allé voir un petit peu comment c'était défini. La fausse nouvelle, on en parle déjà dans la loi de 81, on en reparle dans la loi de 2018. Évidemment, c'est Trump qui a mis le fake à la mode, avec son fait alternatif. Mais surtout, moi, ce qui m'intrigue sociologiquement, en termes d'évolution de société, c'est que ça a commencé quand? Tout le monde met 2016, moi je dis c'est 2012. Et ça a pris 3 à 4 ans pour bien se roder, le mécanisme de la fake. Comme le montrait bien David tout à l'heure, on ne rentre pas dans une communauté juste la veille. Il faut le temps de la gangréner. Donc voilà. Alors il y a un faisceau de choses qui arrivent. C'est 2012, l'entrée en bourse de Facebook et Twitter, où tout d'un coup, ils ont une obligation de résultat par rapport à des actionnaires. Et donc, c'est là où ils commencent à mettre de la pub dans leur fil de discussion et dans leur fil de news, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Les élections américaines, le test, c'est Obama, c'est pas Trump. Et le fait que commencent à arriver des guerres
qui vont donner lieu à certaines fake news qu'on appelle les menaces hybrides, c'est-à-dire des fake news de type ingérence, des fake news de type guerre en temps de paix. Voilà, en gros. Donc là, tout ça, ça pousse à nouveau, ça aide à ce pourrissement. Et donc, on en arrive à cette proposition de typologie, parce qu'on est bien là pour essayer d'avancer, essayer de comprendre les chercheurs comme les formateurs en éducation et médias d'information. C'est de dire, bon, allons voir le type d'acteurs, leur motivation, le type d'infox qu'ils produisent et l'impact. Voilà, donc vous voyez qu'on retrouve les médias, ils font partie du problème. On retrouve les politiques, les personnalités, les partis, les groupuscules, les pays tiers, tout le paysage décrit tout à l'heure. Et puis, les gens qui amplifient, la société civile, les usagers, les influenceurs, chacun avec leur motivation économique, idéologique, etc. Leur type d'infox, parce que le problème de l'infox, c'est que c'était de la fake toute simple, ça serait trop simple. En fait, il y a de la satire, il y a des choses prises au premier degré, il y a de l'extrémisme, il y a de la légende urbaine, enfin bon, bref, je vous en passe. Allez voir le Décodex qui a commencé, il y a un certain nombre de typologies qui courent, j'essaie de les rationaliser un peu. Puis en termes d'impact, est-ce qu'on a un impact fort ou faible? Alors bon, fort, j'ai mis ça comme l'impact économique, peut-être à tort, certains secteurs économiques ne seraient pas d'accord, et évidemment, faible, pardon, fort, j'ai mis l'impact politique, parce qu'évidemment, le risque est un risque démocratique. Et on voit bien qu'il y a 3 tensions en concurrence, auxquelles je vous demanderai de prêter attention. Il y a vraiment, au niveau de la fake, les médias de masse contre les médias sociaux, mais ça change. Il y a les démocraties contre les démocratures, ça ne change pas. Et les élites, la culture de contrôle des élites et la culture de contrôle des bases. Ça change depuis le tournant des Gilets jaunes, où on commence à écouter la culture de contrôle des bases. Avant, elle était là, mais ça n'a pas provoqué le scandale auquel on arrive avec les Gilets jaunes, qui, à mon avis, nous mettent dans une situation assez irréversible de prise de conscience, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et donc, si on essaie de faire un peu l'écosystème, toujours pour essayer de comprendre comment ça marche, les médias sont là, que ce soit sociaux ou autres, et ils se nourrissent l'un l'autre. Rappelez-vous l'écran navette, là. Les motivations, mais vous les avez là, réparties aussi en plus ou moins froide ou chaude, soft ou hard. Et puis, évidemment, ce qui se passe au niveau de la rhétorique, parce que c'est comme ça qu'on peut aider à reconnaître les fake news, en allant dans le contenu, une rhétorique de valeurs dénigrées, d'institutions critiquées, c'est tout le côté les démocratures qui attaquent les démocraties, et de collusion d'intérêts, étrangers ou pas, avec évidemment ce qu'on a vu émerger, les leaks et les gates, des termes évidemment qui viennent du vocabulaire anglophone. C'est normal, le phénomène venant de là-bas. Ça va ? Vous êtes à peu près d'accord sur cette lecture? Bon, elle est discutable, mais c'est une proposition de typologie, c'est une proposition pour essayer de se faire un peu le paysage. Alors on va aller vers le répertoire de solutions. Je prends le mot répertoire parce que c'est pour donner l'idée qu'on a du choix, ce qui est toujours rassurant dans une situation anxiogène comme celle que je vous ai faite tout à l'heure, où on a l'impression que tous les secteurs sont atteints et gangrénés. Voilà. Mais se dire qu'on peut à la limite tous agir à un niveau d'intervention auquel on se reconnaît, en tant que chercheur, en tant que société civile, en tant qu'hommes et femmes politiques, etc. En fait, en démocratie, en état de droit, les démocratures étant à peine des états de droit, bien sûr, et jouant sur les ambiguïtés, la solution préférée d'une démocratie, c'est l'autorégulation, parce qu'elle empêche la censure. Je vous disais, dès que vous touchez la désinfo, vous touchez l'info, donc il y a un problème. Donc en démocratie, d'abord, c'est les médias eux-mêmes qui doivent trouver des solutions, et la régulation n'intervient qu'a posteriori. On ne tolère en démocratie qu'une censure a posteriori. Il faut d'abord que l'expression ait eu lieu, et après peut-être, on va pouvoir venir la contrer, lui demander de faire attention, etc. Voilà, c'est ce qui nous différencie des démocratures. Donc il faut faire attention. C'était un des enjeux qu'on avait au groupe d'experts et qui vous explique certaines des décisions que nous avons prises. Donc l'autorégulation, la régulation, qui peut toucher plusieurs éléments, pas nécessairement censurés, c'est qui finance, qui donne l'ordre,
transparence auprès des publicitaires, par exemple. Et puis l'éducation qui est la forme longue. Évidemment, les hommes politiques, les femmes politiques, ils aiment beaucoup moins ça parce que ça, ils ne peuvent pas dire au bout de 2 ans, ça a marché. Moi, évidemment, je prétends que c'est la seule solution viable et le meilleur filtre, mais effectivement, il faut se projeter dans la durée. Donc là, je vous ai mis en résumé l'ensemble des solutions. On va dire c'est imbuvable votre carte, on vous la partagera, j'espère, mais en gros, donc, vous voyez que l'autorégulation a un certain nombre d'acteurs, peut avoir des actions et on peut avoir des critères pour les mesurer. C'est quand même important de pouvoir mesurer et de définir des critères, sinon tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et ça vous explique les débats qui ont lieu, notamment au niveau des médias sociaux, où on leur dit il faut qu'on puisse trouver la bonne info, il faut que vous soyez transparent, il faut que vous démonétisiez les sites qui font de la pub pour les fake news, etc. etc. Donc là, c'est un résumé, si vous voulez, des différents types d'actions qui sont apparus dans les débats, que ce soit en France comme au niveau européen ou américain. Donc il y a vérifier, diluer, médier, mais on voit bien aussi que pour les États, il s'agit d'asphyxier le plus possible en amont, et que pour ce qui relève de la base et des bases, c'est se mobiliser, surveiller, voire défendre. Voilà. Donc, et tous ces acteurs ont mis en place des solutions pendant la période dont je vous parle, c'est-à-dire depuis 2016 à maintenant. En autorégulation, voilà, il y a toute une série d'outils technologiques associés à des ressources humaines qui sont apparus, typiquement le fact-checking. Là, je vais tout à fait dans le sens de David quand il dit que le fact-checking a un effet limité. Il sert la communauté des journalistes, mais il a un effet Colombo. On regarde comment fonctionnent les journalistes, parce qu'on sait déjà qui a tué. Donc on connaît la fake et on essaie de voir comment les journalistes vont faire du démenti. Ça ne touche pas autant de gens qu'on pourrait le croire et malheureusement ça ne touche pas les crédules ou ceux qui sont dans leur chambre d'écho. Donc on a utilisé ça comme la solution miracle, comme celle qu'on portait en avant tout le monde pour un but très précis qui me semble très noble, c'est de dire le journalisme est utile en démocratie. Si vous en doutiez, il faut revenir. Mais pour dire aussi aux journalistes, vous devez remettre l'accent sur votre processus de base et le rendre visible, fact-checker, vérifier, etc. Voilà. Alors en France, toutes sortes de solutions. France Télévisions, le Décodex. Là, je vais passer vite pour gagner du temps. Les journalistes qui s'organisent presque mondialement avec Reporters sans frontières et leur Journalism Trust Initiative qui est en cours. Les médias sociaux, eux aussi, ils ont fait partie du problème et ils ont été assez agressés pour essayer tout d'un coup de dire on est des médias. Donc un des grands gains de la fake news, c'est que ça a clarifié le statut des plateformes, en tout cas celles-ci, qui ont reconnu depuis 2007 que ce sont des médias et que donc elles vont peut-être pouvoir être soumises à des formes de régulation parce qu'il y a éditorialisation, même si c'est par les algorithmes. Donc eux, ils ont asséché le financement, ils ont aussi nettoyé, supprimé des comptes, etc., etc. Alors je vous signale que ça s'appelle de la censure quand même, toute la partie en bas du nettoyage. Et c'est là où ils sont arrivés autour de la table avec nous, en disant, nous, on ne peut pas faire plus là. On touche à la limite de ce qui est tolérable en démocratie. Et donc, ils ont aussi mis, évidemment, des outils d'éducation pour contrebalancer l'image qu'ils donnaient de médias qui exerçaient de la censure et qui devenaient des policiers au lieu que ce soit les États ou d'autres autorités responsables qui fassent ce travail. Donc, toute une négociation à ce niveau-là. Évidemment, le numérique est venu à l'aide du numérique, avec des start-up du numérique qui ont aussi essayé d'aider à contrer les éléments de fake news, comme par exemple Storyzy, qui est une start-up française. On n'en a pas tellement que ça, il faut se le dire. Voilà, toutes sortes d'outils, vous connaissez Conspiracy Watch, etc., qui sont aussi mis à du debunking, etc. Des extensions aussi pour l'image, qui n'existaient pas avant et donc qui ont enrichi tout le répertoire d'actions possibles pour détecter. Tout ceci est réversible évidemment dans les écoles et pas seulement pour le journalisme. Et évidemment les plateformes disant on est conscient que ça a un impact sur les élections et qui ont donc mis en avant des initiatives avec les États en période d'élection. Donc Facebook avec sa Threat Exchange Platform et Google avec Project Shield. Voilà. Donc l'autorégulation, on fait le tour, il y a d'autres solutions, mais c'est pour vous donner une idée que ça travaille beaucoup au niveau des plateformes et au niveau des médias.
et que, bon, disons-nous, franchement, c'est une bonne chose. Côté régulation, là, le bas a blessé un peu dans les débats, parce qu'on a très vite parlé de risque de limite à la liberté d'expression. Donc, en France, on a eu un gros débat sur fallait-il une loi ou pas, étant donné que celle de 81 disait déjà qu'il y avait des nouvelles fausses et que ça pouvait troubler la paix publique. Donc, avions-nous besoin d'aller plus loin, bon, on est allé plus loin, avec même pas 80 députés dans la Chambre et la moitié d'entre eux votant pour la loi, mais bon, on est allé plus loin, deux lois, l'organique et l'ordinaire, sur la lutte contre la manipulation de l'information. Avec des points clés, donc un enjeu politique, du pouvoir aux autorités intermédiaires comme le CSA, l'obligation pour les plateformes de déclarer les donneurs d'ordre en période de campagne électorale, le juge en référé et le devoir de loyauté des plateformes. Transparence, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça résume une grande partie des débats au niveau politique pour éviter la censure. Donc vous voyez bien le pouvoir donné au CSA de suspendre l'influence étrangère. On voit bien le risque des menaces hybrides. Mais il faut que ça soit avéré. Donc c'est du a posteriori. Le juge, il faut d'abord qu'il y ait la fake news avant de pouvoir intervenir, etc. etc. Donc la loi essaye de réguler, malgré tout de respecter certains éléments pour ne pas être critiqué de liberticide. Parce qu'en face, évidemment, les plateformes disent « Ah mais nous, on est américaines ». Et aux États-Unis, il y a une loi qui cale toutes les lois. C'est la loi qui dit, le premier amendement, le Congrès ne fera jamais aucune loi. Donc vous pouvez y aller en France, en Allemagne, les deux pays qui ont fait des lois. D'autres pays ont refusé de faire des lois en disant qu'il n'y avait pas assez de recherche. Je vous le signale parce que c'est assez important. Il n'y avait pas assez de recherche en France pour le faire. On a quand même fait la loi. Certains pays ont refusé sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de recherche. Ça, c'est pour nous les chercheurs. Voilà. Donc, et au niveau européen, pas des lois, parce qu'on n'a pas de loi en Europe, on a des directives. Un faisceau de directives qui commence à agir, elle aussi, en termes d'asphyxie, assèchement, etc. Je vous les ai toutes mises là, je vais aller très vite, mais pour vous les signaler, la directive e-commerce qui oblige les plateformes à notifier avant d'enlever, la directive des services des médias audiovisuels qu'on vient de signer, qui oblige à la loyauté, qui oblige à l'éducation aux médias du côté des plateformes, celle des droits d'auteur qui donne des droits voisins aux éditeurs qui le réclamaient depuis longtemps, c'est-à-dire traduisait les médias de masse. La directive, la NIS, qui elle évidemment travaille sur les menaces hybrides ou les cybermenaces, et puis le RGPD sur la transparence et la vie privée des données personnelles. D'accord ? Donc, l'Union européenne, pas que la France, s'est mobilisée pour donner toute une série d'outils qui sont en cours. Donc ça, c'est des solutions qui sont, comme vous le savez, les directives doivent être harmonisées dans le droit national et on a 2 ans pour le faire. Chaque pays va y aller de ses propres solutions. Voilà. Avec une démonstration de force, vous avez tous là, l'annonce d'un plan donc, contre la désinformation. Et là, vous avez, alors je le prenais là d'ici à là, la commissaire pour l'économie et la société numérique, le commissaire à la sécurité de l'Union, la commissaire pour la justice et l'égalité des genres et les consommateurs, et le vice-président de la Commission européenne chargé du marché unique. Voilà, tous les secteurs menacés sont là, la justice, l'économie, la société numérique, etc. etc. Et c'est avec eux d'ailleurs qu'on a produit, enfin ils ont utilisé notre rapport pour prendre un certain nombre de décisions, et vous les connaissez toutes. Voilà, c'est-à-dire à nouveau transparence des plateformes, obligation de guidelines et d'un code d'éthique qui est suivi, monitoré depuis début de janvier 2019, et qui montre d'ailleurs que les plateformes ne sont pas loyales. Ça, c'est pour vous rassurer tout de suite sur, malheureusement, l'efficacité relative de certaines solutions. Voilà. L'éducation, très vite, parce que je sais qu'il y a une collègue qui va vous en parler tout de suite, mais il y a eu plusieurs convergences entre les fact-checkers et les gens de l'éducation aux médias. Donc, vous voyez First Draft, Fact-Check EU, Factabar, un certain nombre de groupes qui se sont créés dans toute l'Europe. Évidemment, en France, on a déjà tout un système de réflexion, un écosystème de l'éducation aux médias, que ce soit avec les acteurs publics comme le CLEMI, le CSA, la CNIL, ou des acteurs associatifs comme l'éducation populaire, et des événements fédérateurs comme la Semaine de la presse et des médias à l'école, qui cette année avait pour thématique l'information
international et qui fête ses 30 ans, mais on vient de créer une semaine européenne de l'éducation aux médias. Voilà, tout ça pour que l'Europe montre et envoie une menace très crédible aux démocratures. C'est juste du signal contre les démocratures. On vous a à l'œil, on a repéré vos mécanismes, on connaît vos stratégies et on s'est donné quelques moyens d'agir. Alors moi, je mets en place très souvent ce que j'appelle un plan de réfutation dans les écoles parce que, comme on vous disait tout à l'heure, si on réfute frontalement, ça ne marche pas. Ça renforce tous les biais cognitifs, notamment le biais cognitif d'influence continue, qui refuse de remettre en cause quoi que ce soit dans les croyances. Donc il faut un plan de réfutation qui n'est pas du tout frontal dans l'école. Et l'école est un des meilleurs lieux de la réfutation, parce que c'est un lieu où ça prend du temps. Et c'est un travail en équipe, ça se passe autour du climat de confiance, ça se passe autour de l'EMI, ça ramène tous les acteurs, y compris les plateformes, et ça met en place de la production par les jeunes eux-mêmes. Voilà. Comme celui-ci, par exemple, 5 ans. On peut le faire. Et ça ne s'improvise pas. Dernier élément, là où on va, à mon avis, c'est un peu compliqué, mais on voit bien que même toutes ces solutions, elles sont chacune très partielles, la coordination entre elles est compliquée. Et donc ça pose des questions de corrégulation et la question de la réintermédiation. Donc je vous remets mon tableau avec une dernière rubrique en bas, la corrégulation, parce que là tout le monde est concerné. Et c'est à la fois contenir, promouvoir et évaluer. Alors, réintermédiation, on dit Internet, c'est la désintermédiation, il n'y a plus d'intermédiaire entre l'usager et la plateforme. Là, ça commence à changer. On est dans un moment de bascule. Il y a de la régulation qui est rentrée alors qu'il n'y en avait pas, mais il y a de la réintermédiation. Il y a de nouveaux intermédiaires, de nouveaux partenaires qui s'allient, de nouvelles alliances. Et des alliances pas ordinaires, entre médias de masse et médias sociaux. Par exemple, comme vous voyez ici avec Quant et Axel Springer et Lagardère, avec l'Open Internet Project. Contrecarrer la position dominante des GAFAM, faire une offre plus respectueuse des lois européennes. 2 alliances aussi parmi les gros groupes de médias européens, Gravity et Data Media, qui ont bien fait le lien entre la data et la média. Et les médias, et on avait bien besoin d'arriver à prendre compte de ces 3 cultures de l'information. Et Skyline, qui essaye de faire émerger des régies publicitaires partagées qui font concurrence aux 2 régies publicitaires dominantes dans le monde, qui sont celles de Facebook et de Google, et proposer des catalogues européens et trouvables. C'est-à-dire qu'un public européen doit pouvoir trouver des catalogues et des inventaires européens. Et par exemple, les broadcasters eux-mêmes qui se prennent par la main pour essayer de mettre en avant donc, plus de programmes européens. Voilà, ça c'est pour la réintermédiation. On a de nouveaux intermédiaires très gros à un niveau européen, parce qu'on est dans une situation où là aussi, les acteurs européens essayent de se plateformiser. Il faut arriver à un niveau méta. On ne peut plus rester petit dans son pays. Donc c'est une des solutions, c'est effectivement le niveau européen. Et une des solutions de co-régulation qu'on voit apparaître dans les débats maintenant concernant la gouvernance mondiale d'Internet, qui resitue très bien et très clairement maintenant le rôle des différents acteurs. J'ai passé mon temps à vous parler des différents acteurs, de la logique d'acteurs. L'État prend la cybersécurité pour lui, c'est clair, et tout le monde est d'accord. Et les fake news ont aidé à ça. Le secteur privé, lui, ok, il y va à la confiance, il veut de la stabilité, il promet de faire de la transparence, parce que ça lui permet d'établir plus de confiance et de maintenir le moindre de régulation possible au nom de la liberté d'information, ce avec quoi la société civile est en général d'accord, parce que c'est elle qui est le plus porteuse de la protection des droits de l'homme, dont la liberté d'expression. Donc on voit ces négociations avoir lieu en ce moment. Et puis, ma conclusion, qui s'adresse à nous, et bien sûr les chercheurs, ne faudrait-il pas plateformiser la recherche ? C'est-à-dire faire des réseaux, faire du lien. Alors là, en ce moment avec l'UNESCO, on essaye de montrer des centres SMILE pour la formation et les retombées de la recherche dans la formation. La création de masters, il y en a un qui se crée en ce moment à la Sorbonne Nouvelle dans la mention humanité numérique. Le soutien à la recherche, vous avez sans doute entendu parler de la mobilisation de la CPU qui a voté pour qu'on crée cet institut INDIS, qui est un institut concernant les désordres de l'information et les citoyennetés numériques.
Voilà, donc ça, c'est en train de se faire. Et c'est un institut qui est en fait un réseau. Hein. On n'a pas créé quelque chose de dur, mais par contre, mettre en réseau tous les chercheurs, comme le fait par exemple Mathias avec cette initiative, hein, faire qu'on se connaisse et qu'on se coordonne de plus en plus entre nous pour pouvoir fournir des réponses aux différents acteurs. Hein. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise de manière beaucoup plus consciente. Hein. Au niveau de l'UE, pareil, la plateformatisation continue. La Commission européenne a créé un observatoire de l'IA. Voilà, hein, qui va être situé à l'Université européenne de Florence, mais avec des pôles dans tous les pays. Le Conseil de l'Europe a créé le Centre d'excellence pour combattre les menaces hybrides, afin d'avoir un organe de réponse rapide. Les programmes de recherche européens payent beaucoup de recherche à H2020. Les deux que je connais bien, que vous connaissez peut-être, hein, c'est INVID et WeVerify, hein, qui est un ensemble de chercheurs et d'acteurs du milieu des médias, dont l'AFP, etc. Et puis l'Union européenne, donc, qui a ce programme Media Education for All au niveau de l'éducation. L'idée, évidemment, c'est qu'on devienne tous une armée des elfes par rapport à l'armée des trolls. On en a marre des fois de ne pas être dans quelque chose de plus positif et ludique, nous aussi. Hein. Alors, pour en lire plus, eh bien, vous avez un certain nombre de références, dont certaines sont dans la salle, d'ailleurs. Et si vous voulez lire certaines de mes productions, voilà, la dernière va sortir le 12 juin sur « Faut-il avoir peur des fake news ?» Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup pour cet exposé et puis ce répertoire de solutions. Alors, moi, j'avais une question factuelle que je n'avais pas eu l'occasion de vous poser. On a été un certain nombre à être extrêmement intrigués quand il y a eu le projet de loi par les diverses tentatives de définition de la fausse information, des fausses nouvelles, enfin, dans ces deux tentatives d'ailleurs, enfin, qui étaient épistémologiquement assez surprenante. J'ai lu hier en introduction le premier énoncé sur toute information dépourvue de fait, tendant à la rendre vraisemblable. Enfin, en tout cas, personne n'y se serait retrouvé. Et ma question, dans la mesure où le groupe d'experts de haut niveau est arrivé à une définition beaucoup plus prudente, et je crois avant, cette tentative, cette avancée législative, et je voulais savoir s'il y avait eu des auditions ou des rencontres de la part de la commission des lois ou des députés chargés de ce projet de loi avec le groupe d'experts de haut niveau. C'est une pure question factuelle. Oui, il y a eu un certain nombre d'experts qui ont été auditionnés, dont moi. Et on a parlé donc s'exprimer au Parlement comme à l'Assemblée. On s'est heurté à une volonté politique d'aboutir à une loi, bien que tous les experts que nous étions disent attention, les effets ne sont pas démontrés, en tout cas l'impact précis, hein, et David le confirme, hein, ça se passe dans des chambres d'écho relativement repérées qui de toute façon sont déjà polarisées avant même la fake news. Ils se polarisent sur leurs propres arguments. Hein. La fake news venant, bon, quelque sorte, raviver, hein, quelque chose, une ruche qui ronronne, quoi. Hein. Enfin, je ne sais pas si une ruche ronronne, mais enfin bon, vous me comprenez. Donc, nous avons essayé de dire, attendez qu'il y ait plus de recherche. Parce que les premières recherches, notamment sur la France, arrivaient au premier semestre 2018. Et de dire, prenez le modèle suédois ou prenez le modèle suisse, pardon, où, face au manque de recherche, ils ont préféré dire, voilà, on n'y va pas, on va trouver d'autres solutions, mais on ne le fait pas. Donc c'est vrai que du côté des chercheurs, on s'est opposé à la loi pour toutes les raisons que je vous ai indiquées, en disant qu'il fallait d'abord donner le temps à l'autorégulation, sans naïveté. On savait que l'autorégulation des plateformes allait être difficile à mettre en place, hein, qu'elles allaient faire des promesses parce qu'il y avait une urgence, etc., hein, et qu'après, ça allait peut-être décanter. Hein. Donc, mais on voulait d'abord donner une chance aux médias de masse comme aux médias sociaux de faire le ménage à leur porte, en quelque sorte. Pourquoi ? En disant, attention, vous êtes regardés par les démocratures. Ne restez pas dans un débat franco-français parce que la Turquie se pose la question, la Russie se pose la question,
l'Iran se pose la question de faire des lois ou pas. Et si elle se cale sur nous, les démocraties, pour dire, voyez, les démocraties aussi, elles n'en ont rien à faire, la liberté d'expression, on peut y aller, nous aussi, on a raison. Il y avait ce risque de glissement de la perception générale de ce que nous étions, sans compter en interne les groupes qui disaient ça aussi, qui s'apprêtaient à le dire, parce qu'évidemment, voilà. Donc ça a été un vrai débat, merci de le soulever, parce que c'est un moment où la recherche le temps de la recherche et le temps de la politique se sont heurtés. Voilà. En même temps, j'aurais été politique, je le dis ici en off, personne ne le répercute, s'il vous plaît, par Twitter. Je comprends très bien la position de Macron. Ce qu'il a fait, et qu'il ne pouvait pas dire publiquement, c'est « je suis en train de dire en face, aux démocratures, on vous a à l'œil ». Donc la loi comme menace crédible avant l'action. Et d'une certaine façon, les résultats des européennes pourrait dire, ben oui, c'est pas mal, parce qu'effectivement, on a tellement alerté, tellement mis en place, tellement montré, mis en avant le fact-checking, etc., indépendamment du fait qu'on savait que ça ne marchait pas tellement. Mais pour dire, si quelque chose arrive, on sait quand RT Russia pousse. On voit bien pendant les trucs des Gilets jaunes comment certaines formes d'expression sont poussées, etc., par Sputnik, etc. Donc, on a compris comment vous fonctionnez et donc on vous attendra et on sera là à chaque fois. Ce qui s'est à peu près passé. Donc on n'a pas eu les gros scandales pour ces élections-ci qu'on a eu avec les leaks et les gates de la nôtre. Oui, c'est une intervention super intéressante, mais du coup, je me permets juste de faire une petite précision par rapport à une des premières diapos que vous avez montrées, à savoir celle où vous mettez à côté aussi les informations relatives à des blagues, à la satire et des choses comme ça. Parce que je soutiens quand même que la notion de fake news, elle date de 2016. Elle date de 2016 pour la simple raison que fake news, c'était pas ça. C'est que nous comprenons aujourd'hui. C'était pas la même chose que celle que nous comprenons aujourd'hui. Fake news en 2016, c'est ok. La notion est utilisée aux États-Unis dès les années 90 pour décrire des programmes satiriques. Et le roi des fake news, c'est Jon Stewart. Jon Stewart, qui maintenant, il a quitté, il ne fait plus la même chose, mais vous voyez, c'est présentateur absolument incroyable, et très proche d'ailleurs au niveau de marche de Stephen Colbert. Donc tous les deux, ils racontent des choses qui ressemblent à du n'importe quoi, qui se présentent comme des fake news, mais du coup, ce sont des choses qui disent des choses essentielles sur la réalité, comme le site Onion par ailleurs, comme en France, les Gorafi. Tous ces sites, ce sont des sites de blagues, ou ce sont des démarches qui passent par la satire pour dire des choses absolument essentielles. Et du coup, vraiment, Jon Stewart était présenté comme le roi des fake news. Il était sur la couverture de Rolling Stone autour de 2000. Et du coup, ces programmes en particulier, et des satellites de ces programmes, ils ont cristallisé une intelligentsia de gauche aux États-Unis, qui était par ailleurs soutenue amicalement par CNN, etc. Donc du coup, Trump, même aujourd'hui, quand il utilise les mots de fake news, il parle de fake news media, ce sont des médias de gauche. Donc c'est vraiment très, très bizarre la manière dont les fake news aujourd'hui désigne quelque chose de complètement différent, que historiquement, voilà, chez Trump. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, pour moi, ce déplacement est complètement vertigineux. Donc, je ne sais pas si vous prenez ça en compte dans vos recherches ou pas du tout. Alors, je suis aussi spécialiste des États-Unis, donc oui, j'ai bien suivi ça du côté des États-Unis. Alors, c'est vrai que c'est pour ça qu'au niveau du groupe d'experts européens, on a dit qu'il ne faut pas employer le mot fake news. On a dit c'est autre chose, il faut qu'on le ramène à notre réalité européenne. On a parlé de désinformation, et moi je parle de malinformation en disant la fake news là, autour de Trump, ça la politise trop par rapport à Trump, et en plus ça lui fait encore de la pub, donc arrêtons. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un pouvoir d'inertie là, de la fake news à la Trump, qui d'ailleurs, que lui-même continue à mettre en avant, avec ses mèmes, etc. Mais ce qui nous a tous frappés, y compris au Décodex, quand on regarde les différentes typologies, moi
avant de proposer la mienne, hard, soft, etc., je suis allée voir celles qui existaient déjà, qui ont été faites de manière empirique, parce qu'il fallait répondre à des besoins identifiés par les journalistes. C'est que le Décodex aussi identifie la satire comme faisant partie des fakes, quand elle est virée de son contexte et qu'elle est mise au premier degré. Donc on est obligé de garder ça. Et dans les influences, dans les motivations des gens, notamment de ceux qui viralisent, même pas ceux qui la produisent, il y a les 3 éléments de base, mais qui sont partagés fondamentalement avec tout ce champ, qui sont faire rire, faire peur et faire de l'argent. Voilà. Et parfois, la même personne peut cumuler les 3, et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on peut monétiser un truc qui fait rire et qui fait peur à la fois, bon, et on sait bien dans la propagation, l'amplification, et malheureusement c'est ça que les algorithmes, dont suite Facebook, font monter le plus. C'est pas évidemment la qualité de l'information, c'est l'information qui est la plus nouvelle, la plus bizarre ou la plus anxiogène. Voilà. Donc bon, une fois qu'on sait que c'est ça qui fait la popularité d'une info, pas sa qualité mais sa popularité, à ce moment-là, on commence à pouvoir mettre les mécanismes de protection en place. Voilà. C'est là où l'éducation aux médias et à l'information est très importante, parce qu'il faut qu'elle puisse présenter tous ces mécanismes dans leur complexité, tout en essayant de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de les clarifier au risque, de les simplifier, mais de garder l'ensemble de l'écosystème, parce que c'est un écosystème qui s'est beaucoup agrégé, qui a augmenté la fausse information du 19e siècle. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ce que vous avez dit, mais c'est vrai qu'il y a une histoire, mais pour moi c'est 2012, pas 2016, mais 2016 c'est la maturité, et c'est la mondialisation, pas que grâce à Trump, grâce au Brexit, grâce au référendum catalan, etc. etc. Tout d'un coup, il y a un faisceau d'événements qui font que tout d'un coup, ça fait peur, ça fait plus rire. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre intervention. J'avais plutôt une question en lien avec votre réponse à Mathias Girel, notamment à ce que vous disiez en off sur l'intérêt stratégique de ce type de discours et de ce type de mobilisation. Je vois bien ce que vous dites par rapport à cette idée d'envoyer un signal de menace contre des interférences étrangères dans des contextes électoraux, par exemple. Je pense qu'on voit bien ce que vous voulez dire quand vous voyez un intérêt stratégique là-dedans. Mais est-ce que ce n'est pas une arme à double tranchant? C'est-à-dire que le fait d'insister sur ces problèmes de désinformation et sur la pollution de l'environnement informationnel n'est pas aussi quelque chose qui justement risque de renforcer des mécanismes de fragmentation du débat qui viendrait avec, qui serait propre à cet écosystème et qui pourrait être renforcé par les discours et par ce type de mesures. Notamment, vous avez repris l'exemple des Gilets jaunes. J'ai trouvé ça étonnant en fait, que vous rattachiez à cette question stratégique l'écosystème de l'information des Gilets jaunes qui justement semble reprendre des catégories de la désinformation et semble se bâtir comme une réaction à de la désinformation, une réaction aux fake news. Quoi qu'ensuite on pense de ces résultats. Mais, voilà, c'était sur cette ambiguïté, je voulais en savoir plus. Oui, c'est ça. Dès qu'on joue ce jeu-là, on s'expose à ce risque, au risque que tout le monde se rentre dans l'ère du soupçon, ce qui n'est pas bon. Et c'est ça qu'on a vu. On a vu un soupçon généralisé à l'égard des médias de masse, comme des médias sociaux. Les gens sont partis de Facebook. Il y a maintenant un vrai problème presque de soupçon généralisé. Tout le monde y va de sa fake, de son expérience de fake, etc. etc. Donc, oui. Alors, sur les Gilets jaunes, je crois que c'est... J'adorerais qu'on travaille plus là-dessus, parce que je pense qu'il y a un vrai changement qui se passe, qui n'est pas un changement de polarisation. Je crois que c'est autre chose qui se passe. Et pour moi, c'est la culture de contrôle des bases qui est enfin en train de trouver un peu de légitimité. Et de dire, le contrat d'information tel qu'on l'avait était maintenu par une espèce de coalition objective ou pas, entre les hommes politiques et les femmes politiques et les médias. Voilà, donc c'est un marigot qui se parle entre lui, complètement décroché de la base, et les bases qui se servent, entre autres, de la rumeur et de la fake pour trouver le vrai.
comme ils n'arrivent pas à avoir l'info, comme ils n'arrivent pas à faire connaître leur vérité, leur misère sociale, etc., l'obligation de créer du scandale, parce que c'est quand même ça qu'ils ont fait, en récusant toutes les polarisations, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait pour des cultures, des bases, de refuser tout cela et de dire on va essayer de produire plutôt alors un contre-discours, je dirais, à celui des médias, avec des médias nous-mêmes. On a bien vu ce qu'ils ont fait comme usage du Facebook Live, ou l'émergence de médias pure players comme Brut. Donc, Brut de décoffrage, pas d'interprétation, pas de fausse objectivation, pas de récupération par les partis politiques habituels, etc. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qui se passe là. Et pour moi, il y a vraiment un avant et un après pour essayer de résoudre ce problème. Et peut-être qu'on va organiser, j'adorerais voir une carte, organiser notre conception politique autrement. Et je trouve qu'il faudrait qu'on ait une carte de ces cultures des bases. Et je ne pense pas à Français de souche en disant ça, mais vraiment de ce qui a été généré autour de cela, pour faire une contrepartie à tous ces groupes politiques déclarés, mais qui sont en fait, même s'ils utilisent Twitter, dans une conception du monde pré-numérique. Et donc ils n'ont pas compris les enjeux et le besoin de changement de paradigme. Et c'est ça qu'essaye de faire le contrat de partage. Il essaye de bousculer, de faire scandale pour susciter un désir de changement. Et là, je pense qu'on est au début, aux prémices de ce que ce changement pourrait être. Et là, l'émergence dans les élections européennes du mouvement écologique, de manière plus politique, me semble être une de ces prémices, un des changements de paradigme, où on ne va pas retrouver les polarisations anciennes. Et on voit bien dans les cartographies que les deux groupes PS-PR sont à la ramasse. Et c'est des groupes prénumériques, avec des réponses prénumériques par rapport à des questions de société qui ne sont plus en phase. Donc là, en ce moment, on voit peut-être un petit rééquilibrage entre les cultures de contrôle de l'élite, ou des élites, et les cultures de contrôle des bases, avec un peu la reconnaissance de la culture de contrôle des bases. Je ne sais pas si je suis claire, mais enfin voilà. Oui, je vais être rapide. Donc David Chavalarias, vous avez souligné l'importance du début de la monétisation des publicités sur Facebook, etc., dans le changement de régime informationnel. Et dans les solutions que vous avez affichées, de ce côté-là, il y a essentiellement le fait d'annoncer qui a publié une publicité. Or, en fait, alors je pense que ça a un effet assez limité parce qu'on peut toujours passer par une association tierce, etc. Et en fait, si on regarde la manière dont Trump a gagné, etc., la publicité personnalisée a joué un rôle énorme. Et là, je suis assez pessimiste parce que la publicité en ligne, c'est le cœur de l'économie numérique actuelle. C'est-à-dire Google, Facebook, s'ils sont si puissants, c'est parce qu'ils ont ça. Et donc, je ne vois pas comment on pourra arriver à légiférer ça, enfin, ou réguler ça, notamment parce que moi, j'étais quand vous avez rendu votre rapport là, à Vienne, et notamment d'ailleurs Facebook était interrogé en disant voilà tout ce qu'on fait, c'était côté fact-checking, etc., mais rien sur la publicité en ligne. Et en fait, je pense qu'il n'y a aucun moyen qui touche. Alors, et aussi une autre chose qui m'a frappé dans le discours de cette personne de Facebook, ce qui a dit on va faire plus, on va commencer à modérer les contenus borderline. Ça veut dire quoi? Déjà, c'est très, très flou. Et en plus, tout ce que ça va faire, cette chose-là, c'est qu'en fait, ça va leur apporter encore plus d'argent. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières d'influencer. Donc, si je ne peux pas ouvertement critiquer machin, en fait, je vais créer plus de contenu un peu négatif de côté. Mais je vais juste en créer plus. Ça va me coûter un peu plus cher, mais c'est tout. En fait, donc, toute cette régulation par la pub, si on ne trouve pas un moyen vraiment frontal de l'aborder, ça ne sera que des contournements et donc ça ne va rien changer, toutes les choses. Ils se donnent un peu, ils redorent leur image en finançant des opérations de fact-checking et de codeurs, etc. Mais le cœur, il est plutôt côté monétisation de la publicité personnalisée. Et de ce côté-là, les avancées sont hyper faibles. Il y a quasiment rien qui permette vraiment d'avoir l'emprise dessus. Et à partir du moment où ça fait vraiment partie de toute cette économie, et je ne vois pas comment on va pouvoir contourner ça, d'autant plus que pour un pays qui veut faire de la subversion,
pour le coup d'une bombe. Alors, il achète de la pub et il a un effet beaucoup plus fort. Donc le rapport coût-bénéfice pour un pays qui veut faire de la déstabilisation en utilisant ces outils qui sont publics est très, très, très avantageux. Oui. Dans toutes les solutions que je vous ai montrées là, elles sont toutes limitées. Alors, sur la pub, c'est plus compliqué que ça. Donc, par exemple, ce qu'on leur a demandé, toujours en tenant compte qu'il faut agir a posteriori. On leur a demandé pour les élections, parce qu'à nouveau, l'idée, c'est de ne pas censurer l'expression, simplement de faire attention que l'expression respecte aussi l'intégrité de l'élection. On leur a demandé de faire des archives et des bibliothèques de donneurs d'ordre et de titres de publicité qu'ils ont mis en place. Donc ça, c'est pour que les chercheurs puissent aller voir, ou les partis politiques, voir effectivement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est ce qu'ils sont obligés de faire et ce qu'ils ont chacun fait. Google, Facebook fournit les archives, vous pouvez y aller, elles sont publiques. Donc voilà, donc ça, c'est une façon, en Europe en tout cas, de voir ce qui se passe. Il y a d'autres façons de taper sur la publicité, c'est de les fiscaliser. C'est-à-dire, vous récoltez une manne publicitaire avec les régies que vous contrôlez en Europe. Pour le moment, vous ramenez tout à la Silicon Valley. Et par exemple, la France, par exemple, dit on va prendre 4%. Commencez un petit peu à assécher ou à dériver. C'est-à-dire, personne ne remet en cause le modèle économique de Google et Facebook, mais on se dit, on le dérive, on prend une partie de ces bénéfices, on les reverse en partie en plus dans nos médias à nous. Voilà, ça c'est une solution. Et puis c'est de montrer qu'il y a d'autres modèles économiques du net qui ne marchent pas à la pub. Apple, par exemple, Quant. Voilà. Donc, et qui respectent en plus la vie privée, etc., etc. Et on fait le pari que c'est un pari vertueux, c'est-à-dire que d'autres pays vont se dire « Waouh, les Français, ils ont pensé à ça, les Européens ont pensé à ça, on va adopter la même idée. » Alors, c'est en train de se passer typiquement aux États-Unis, parce qu'il faut agir dans le ventre de la bête. Mais on n'y est pas. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des choses et en se disant « Tiens, les Américains sont des humains aussi, figurez-vous. » Oui, non, parce que des fois, on l'oublie, que c'est des humains. Et donc là, ceux qui nous ont le plus vite imité, c'est les Californiens. L'État de Californie a mis en place un RGPD, là, qui est plus agressif et plus contraignant encore que le nôtre. La ville de San Francisco, entre autres, vous vous souvenez, c'est passé récemment, ne veut pas l'identification faciale, etc. etc. Donc, ils sont en train de s'organiser aussi là-bas pour se protéger aussi de ce phénomène. Et donc, il faut compter avec les États-Unis pour essayer aussi de contrôler ces choses-là. Quand on parle d'une gouvernance globale d'Internet, ça se fait avec beaucoup de pays et pas seulement nous. Moi, le message que j'essaie de faire passer, moi, c'est que, et c'est un risque en France, c'est qu'on soit trop franco-centré, alors qu'on a affaire à un phénomène transverse, transfrontière, transtemporel, des trucs qui ont été dits en 2014, réémergent en 2010, etc. etc. Et donc, il faut se plateformiser en quelque sorte, nous aussi. Il faut se mettre à un niveau où on peut faire le bras de fer. Donc la directive e-commerce, elle est en train de passer à une étape de fiscalisation des plateformes, par exemple. C'est que comme ça. Il faut les toucher là où ça fait mal. Je suis d'accord avec vous. Par contre, c'est vrai qu'il continuera à y avoir aux États-Unis de la publicité politique. Elle est protégée par le premier amendement. Le like est protégé par le premier amendement. Est-ce que c'est une démocrature ? Non. Donc, voilà. Par contre, il y a plusieurs types de démocratie. Mais je pense que c'est important de se dire... Voilà, mais ce n'est pas que la publicité qui a le problème. La viralisation, la robotisation, ça c'est aussi des éléments sur lesquels on peut jouer. Et il faut faire confiance aux citoyens. Les gens partent de Facebook. Il va émerger, ils sont déjà en train d'émerger, d'autres plateformes de médias sociaux avec des groupes privés. Il n'y aura pas de pub. En tout cas, pas dans les news, dans les fils de news. Voilà.
à nouveau, il faut un répertoire parce qu'il n'y a pas de solution magique. Hein. Les Américains le disent bien, il n'y a pas de silver bullet, hein. Il n'y a pas une solution miracle, une panacée. Hein. Sinon, ça ne serait pas drôle. Hein.